Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un livre dont le titre déjà est très beau. Ce lieu où tu aurais prévu de te rendre n'a pas de nom. Un livre signé Françoise Renaud dans sa collection de petites proses. Un livre écrit lors de l'atelier d'écriture de François Bon portant sur le voyage, le double voyage. Et il s'agit en effet de deux voyages, de deux voix qui commentent, qui entrent en errance, en voyage, mais qui entrent aussi en dialogue, même si le dialogue se fait à distance. Ces deux voix, qui sont-elles ? Voici ce que Françoise Renaud écrit tout au début. Cet attachement qui relie les deux femmes de ce récit est indéfectible. Il survit à toute forme d'événement ou d'accident. Il survit à l'eau et au vent. Il survit à l'éloignement et à la fièvre. C'est une histoire de corps qui porte, de chair qui enfante. L'une de ces femmes reste attachée au lieu où s'est toujours déroulée la vie pour elle et pour sa famille, tandis que l'autre, née d'elle, n'a qu'une soif, partir loin, se détacher de la branche. Un besoin, un destin, devenir elle-même. Et elles n'auront de cesse de se perdre et de se rejoindre dans les lacis du réel, du rêve et du demi-sommeil. Deux femmes, une mère, une fille, l'une nomade, l'autre sédentaire, et les voix qui tantôt se rejoignent, tantôt s'éloignent. La fille est celle qui voyage, et la mère reste là, mais regarde cette fille qui voyage, l'envie peut-être, la jalouse un peu. Cela commence par des lieux. Elle est à Paris. Elle marche dans les jardins du Luxembourg, aux côtés de Gilles, un ami de Kabylie, qui vient d'écrire un livre sur son frère ennemi et sur leur enfance au bord du désert. Déjà 2 lieux dans ce tout début. Et puis d'autres lieux que je prends un peu au hasard. Elle est à New York. Elle marche le long d'une de ces avenues interminables, parallèles à l'East River. Ou elle est à Sumatra. Elle échappe à la surveillance des villageois et marche à travers la mangrove, guette le feulement lointain des tigres, frappe l'herbe avec un bâton pour faire fuir les serpents. Et puis, sans qu'elle s'en aperçoive, les jungles envoûtantes sont devenues angoissantes, brusquement épaissies de fumée, cendres et débris venus on ne sait d'où. Elle se retrouve dans l'ombre de son passé, à des milliers de kilomètres de sa vie ordinaire et du pays où elle est née. Elle entend les volcans gronder depuis le fond de la mer. Elle les sait capables à tout moment de se réveiller. Cet éloignement, cette angoisse de l'éloignement de la fille, il y a ici 2 écritures, 2 typographies, voilà les passages où l'on voyage, et puis celle qui est restée là, ça s'écrit différemment, ça s'écrit en italique avec une mise en forme différente. Tu ne le sais pas, la voix qui s'adresse à celle qui s'en est allée. Tu ne le sais pas, mais j'aurais fait n'importe quoi pour te rejoindre. J'aurais été jusqu'à Londres, ou Bangkok, ou Manille. J'aurais marché dans les rues bruyantes en quête d'un havre. J'aurais marché longtemps au flanc des échoppes jusqu'au marché flottant de Taling Shan, où j'aurais acheté des fruits de nom et d'aspect inconnu. J'aurais chassé une part de ma peur pour montrer un autre visage. Tout en mangeant les fruits, j'aurais regardé les pirogues qui glissaient
sur le fleuve jaune et la nuit qui tombait. Ça donne envie de partir, mais c'est celle qui reste qui décrit le lieu où est partie celle qui n'est plus là. Et ça continue, ce dialogue, dans d'autres chapitres. On passe d'une écriture à l'autre, on passe d'une voix à l'autre de manière beaucoup plus rapide. Malade de partir, malade d'arriver, les difficultés du voyage. L'avion a progressé à l'inverse du sens de rotation de la Terre pour rejoindre le point de lever du soleil. La nuit défile par-dessus les montagnes d'Anatolie. Elle ne connaît absolument rien de ce qui l'attend. Pas pu fermer l'œil. Fatigue immense. Et si rien n'a encore commencé, le corps, lui, sait que les repères ont changé. Ce dépaysement du voyage, ce corps qui sait avant que ne le sache la tête qu'il n'est plus chez lui. Et puis, ça c'était la voix de celle qui voyage et la voix de celle qui est restée. Ce serait, à nouveau, ces phrases au conditionnel, ce serait la toute première fois que tu naviguerais loin de chez nous, que tu oserais, te risquerais pour de vrai au grand voyage. Nom d'un jeu de société offert pour un Noël qui proposait de découvrir le contour des continents et les grandes capitales. On commence toujours à voyager comme ça, par les images, par les jeux, par les maps-mondes, par les cartes. Tu adorais y jouer avec ton frère. Vous inventiez des parcours insensés, naviguiez d'un hémisphère à l'autre, sans rien savoir du monde, depuis les quais givrés du port d'Anchorage jusqu'au township de Johannesburg. Et tout de suite, tous ces noms de lieux qui donnent déjà à rêver. De l'Alaska à l'Afrique du Sud, en passant par l'Asie, par l'Australie aussi, parce qu'il y a une rencontre qui se fait. Il y a un certain Paul. Elle finit par se débarrasser de la maladie, bien sûr que le voyage a ses désagréments aussi. Et elle part avec ce garçon australien qui s'appelle Paul et qui occupe la chambre voisine de la sienne. Comme il cultive le même désir d'échapper à la ville, il lui propose de rejoindre le pied d'un volcan, dont on dit la beauté, ou encore un rivage époustouflant, où la mer sauvage rugit comme nulle part ailleurs. Il la prévient, il va s'agir d'une longue navigation sur banquette inconfortable en bois dur sans coussin, dans un véhicule collectif hors d'usage conduit par un couple chauffeur-mécano, les deux assis sur le même siège manœuvrant, un engin bourré de monde et d'animaux, criant et caquetant, et ayant pour mission de le guider jusqu'à l'extrême sud de la péninsule. Elle a bien entendu une expérience éprouvante et bruyante, presque à la boussole, tant d'aléas. Une aventure dans plusieurs sens du terme. On part à l'aventure et avec ce Paul, on vivra une aventure. Et puis, petit à petit, les deux voix se rapprochent. Est-ce qu'elles vont se fondre? Est-ce qu'elles vont se réconcilier, si tant est qu'elles se soient fâchées? Elles ne se sont pas vraiment fâchées, elles se sont éloignées. Et puis, tout se termine dans d'autres lieux, ou dans les mêmes lieux qu'au début. Elle est à Londres. Elle se souvient qu'elle marchait sous la pluie, avec la faim au ventre. Même pas de quoi se payer un fish and chips. Il faisait si froid. Elle traversait les parcs de la ville et observait les manœuvres des canards qui piétinaient tout en se rapprochant les uns des autres pour se réchauffer. Elle est à Salvador de Bahia. Elle marche dans la haute ville, songe aux îles paradisiaques où elle a séjourné quelques semaines il y a longtemps, les grands voiliers, les rapaces, les odeurs de nourriture,
les écoles de capoeira, en arrière des cours, et toujours la musique obsédante des tambours. Et puis New York pour terminer. On y était déjà allé au début. Elle est à New York. Elle a tout oublié des noms, des visages, des corps aimés côtoyés et des lieux fréquentés. La chaleur d'août la plaque au sol, fait fondre le bitume et tous les souvenirs avec, et même la poussière. Corps, souvenirs, poussière, tous entraînés dans le même fleuve. Alors quoi ? Rester ? Partir ? Peut-être que, en lisant ce lieu où tu aurais prévu de te rendre n'a pas de nom, mais tu n'y es peut-être pas allé, tu aurais prévu de te rendre. Le lieu existe-t-il ? Est-il un vrai lieu ? Est-il imaginaire ? Et peut-être que la lecture de ce livre de voyages évoqués, de voyages qui, pour l'une des voix, ne se font pas, eh bien, cette lecture-là est déjà un voyage. Un voyage qui fait plusieurs fois le tour de la Terre. Et pourtant, on est toujours à la même place. Tout ça n'a pas de nom. Françoise Renaud, ce lieu où tu aurais prévu de te rendre n'a pas de nom.